troisième table ronde, toujours en direct du foyer du Centre dramatique national du Théâtre de la Commune. Autour de moi, Denis Gravouille, secrétaire de la CGT Spectacle, Mohamed Rouabi, dramaturge, acteur, Jean-Pierre Leonardini, critique dramatique et ancien chef du service culture de l'Humanité. Mais avant de vous donner la parole, nous allons entendre Costa Gavras. Costa ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais ce matin, nous sommes allés le filmer et recueillir sa réaction. C'est une interview de Jacques Ralite qui disait qu'il faut refuser le règne de la moyenne et du juste milieu. Je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une leçon de vie. Alors, j'ai rencontré Jacques Ralite à la projection de mon film Z. Il était venu avec Aragon. C'était un jeune homme, comme ça, aux côtés d'Aragon. Moi, j'étais fasciné par le grand écrivain et je ne l'ai même pas vu, Jacques Ralite. Après le film, quelques jours après, j'ai reçu un petit mot où il me parlait du film très bien. Et il signait Jacques Ralite. Le nom m'était resté. Et des années plus tard, dans une réunion de profession, il a fait un très beau discours. Et je t'ai trouvé, je lui ai dit ce que j'ai pensé des discours. Et en même temps, je lui dis, voilà, vous vous souvenez de moi? Il s'est souvenu. Et je dois dire, depuis, on ne s'est jamais perdu de vue pendant des années et des années, jusqu'il y a quelques mois, là, pas quelques semaines même, je dirais, où il m'a téléphoné pour la dernière fois pour signer une pétition. C'était un homme qui aimait la France, qui aimait la culture, et il le disait, et il le savait, et nous le savions tous, mais pas le dire aussi bien que lui, que la culture, c'était la paix, c'était l'acceptation de l'autre comme il est, avec ses qualités et ses défauts, avec son idéologie et sa philosophie. On n'était pas toujours d'accord sur le plan idéologique ou philosophique, mais on a toujours été garder l'estime totale l'un pour l'autre et l'acceptation de l'autre comme il était, comme il pensait. C'est ça qui m'a toujours. Alors plus tard, il a créé cette espèce de grande réunion des états généraux de la culture, qui était un moyen de parler des cultures, qui parlait de parler de la France, de parler de la liberté de la culture et des avantages de la culture. Plus tard, nous sommes encore vus dans d'autres conditions pour le GATT. Le GATT qui était cette histoire de deux groupes d'hommes qui avaient décidé que les créations d'esprit, c'est de la marchandise comme toutes les autres marchandises. Nous nous sommes battus beaucoup à l'époque. Les gens souriaient un tout petit peu face à cette espèce de mouvement qui s'est élargi, et puis finalement, on a réussi à renverser, à arrêter cette terrible appréciation de la culture. Encore plus tard, il y a eu l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est un grand mouvement pour que chaque pays puisse faire de la culture, puisse financer, puisse aider la culture de son pays librement, au lieu d'entrer dans cette espèce de volonté, une fois de plus, de certains Européens de la Commission d'en faire de la culture une marchandise, comme les autres marchandises. Voilà. Jacques m'a souvent demandé des pétitions. Je ne les ai pas toutes signées. Parfois, je n'étais pas d'accord, il avait accepté. Et rien n'avait changé à nos relations et a continué, etc. Et comme je disais au début, la dernière fois que nous sommes téléphonés, c'est il y a quelques semaines, un peu plus même, je crois que c'était après l'été, et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit, nous vieillissons, je vieillis, je lui ai dit, moi aussi je vieillis. Mais voilà, la vie continue et les luttes continue pour la culture et pour le cinéma français, parce que c'est ce qui me concernait le plus, là où j'étais le plus attaché. Alors, voilà, Jacques restera pour moi dans ma vie et dans les connaissances que j'ai fait en France, depuis que je suis en France, un des personnages les plus importants, les plus caractéristiques, et que j'ai profondément estimé, et je pourrais dire aussi aimé. Costa Gavras, qui a beaucoup aimé et estimé Jacques Ralite, il fait référence longuement dans cet entretien qu'il nous a accordé ce matin à l'exception culturelle et à ce combat initié par Jacques Ralite, qui est la création des États généraux en décembre 1986. Denis Gravouille, quand vous entendez parler d'exception culturelle et quand l'idée même que la culture n'est pas une marchandise comme une autre, on a le sentiment tant d'années après que ce combat reste toujours autant d'actualité. Ce
qui est certain, c'est que oui, c'est un combat plus que jamais d'actualité. Alors, ce qui est bien, c'est que d'avoir l'occasion de dire, et j'ai entendu Costa Gavras dire que l'exception culturelle, c'est ce qui permet à différents pays de pouvoir continuer à avoir la politique culturelle qu'elle veut. Et y compris, ça permet de rappeler que l'exception culturelle, elle n'est pas française. On a tendance à le ramener dans notre petit village, à se dire, c'est une question, voilà, la culture française est exceptionnelle, peut-être qu'elle l'est, mais enfin, c'est pas la seule. Et surtout, le combat qui a été mené, c'était de faire en sorte que le capitalisme ne puisse pas transformer en marchandise un bien qui n'est pas forcément quantifiable. Et ça, c'était très important d'avoir... Alors, Jacques n'était pas le seul, hein, mais il a largement contribué à réunir un grand nombre de gens autour de cette idée qu'on devait le placer au-dessus du marché, voire contre le marché. Peut-être que tout le monde n'était pas d'accord pour remettre en cause l'ensemble du marché, mais que ce n'est pas possible de sacrifier les politiques culturelles à l'autel de la concurrence soi-disant libre et non faussée. Et par exemple, ça aurait pu se traduire par la disparition de la politique de soutien au cinéma. Donc effectivement, on le connaît comme grand défenseur du théâtre, comme grand promoteur du théâtre, et à Aubervilliers en particulier, mais c'est aussi sur tous les aspects de la culture, en particulier sur le cinéma, que ce combat-là, sur le cinéma, la télévision publique, mon prédécesseur me rappelait qu'il a été très présent sur le dossier de la SFP, les débuts de Chaumont. À chaque fois qu'il était question de culture, mais aussi d'outils de production et de moyens de politique publique pour la permettre, que Jacques a fait du ramdam et a réuni beaucoup de monde. Il assistait très régulièrement aux rencontres de l'ARP à Beaune. Il prenait la parole sur les questions du cinéma qu'il défendait avec force. Mohamed Rouabi, vous avez évidemment côtoyé Jacques, mais vous êtes parti avec lui un petit peu sur les routes de France et de Navarre, comme on dit, pour des rencontres autour des États généraux en province, je crois délocalisés. Et même, oui. Non, pas à l'étranger. Parce qu'il est allé à Berlin, ouais. Il est allé à Moscou, enfin il est allé un peu partout. Mais vous, c'était en France. Oui. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme dramaturge, et à chaque fois que Jacques me demandait d'intervenir, j'essayais d'écrire quelque chose. Donc j'avais écrit un petit mot pour lui. Je crois que c'est à l'été 1996 que Jacques m'avait demandé de participer aux États généraux de la culture au Théâtre des Fédérés à Montluçon. Nous nous sommes retrouvés au centre de la France, nous qui venions tous deux du centre de la Seine-Saint-Denis. La politique m'emmerdait déjà copieusement, j'avais du mal à comprendre la nécessité pour nous, gens d'art et de culture, d'en passer par là, alors que tout semblait nous échapper, les décisions nous concernant étant prises ailleurs, loin, dans des cabinets ministériels, dans des hémicycles où, comble du narcissisme, les acteurs sont aussi les spectateurs. Mais avec Jacques, j'avais compris qu'on pouvait repartir de quelque chose de plus sain, repartir de la base, comme dans l'hymne d'Eugène Pottier, quand il écrit en 1871, après les répressions sanglantes de la Commune, « Le monde doit changer de base ». Alors d'un coup, on s'est senti concerné, écouté, sollicité pour parler de notre monde et de la nécessité impérieuse de notre art dans ce monde qui semblait nous tourner le dos. Je pense qu'il aurait apprécié, qu'il aurait trouvé judicieux et drôle que quelques-uns profitent de cette célébration aujourd'hui pour dresser une ultime tribune militante et envoyer encore et toujours des mises en garde. À l'époque, j'avais conclu mon intervention avec ces mots et il s'était levé pour venir me prendre dans ses bras. Je ne sais pas si nous sommes devenus à cet instant des amis. Ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes toujours restés des camarades. Merci Mohamed. Jean-Pierre Leonardini, au moment de la fondation des États généraux de la culture, donc vous dirigez le service culture du journal Humanité. Et comment l'UMA s'est emparé de ce sujet Est-ce qu'on s'est dit, bon, c'est encore une lubie de Jacques, où est-ce qu'il va encore nous emmener ou... Ah, peut-être que certains ont pensé ça, mais pas nous. En tout cas, au service culturel, on a foncé tout de suite. C'était tout à fait galvanisant à suivre. Et on en a suivi des réunions et de grands comptes rendus, mais c'était notre tâche. Mais on n'y allait pas la corde au cou, parce que c'était un véritable combat mené avec grande classe, comme il savait faire, quoi. Avec sa bonté, mais sa bonté de lutteur, comment dire. Je pense que Jacques était un homme bon, mais pas de façon christique. C'était un homme bon avec une raison au plus haut prix. Et il expliquait chaque fois les choses. Et c'est en ça qu'il était fort, parce qu'il
il ne passait jamais sous silence les contradictions et il essayait toujours de les dépasser, de les résoudre par le haut. Et c'était une grande parole de maître d'école très important, quoi. Et bon, il fallait après rendre compte, ce qui n'était pas facile parce que la parole de Jacques, si parfois il oubliait de nous donner le discours ou si on oubliait de le lui demander, il fallait prendre en note. Et ce sont des discours admirables dans la facture, populaires dans l'accent et savants dans l'élocution et dans la réflexion. Oui, c'était un travail tout à fait excitant. J'ai connu Jacques, pardon de raconter une histoire personnelle, j'ai entré à l'Humanité quand Jacques était encore journaliste de télévision à l'Humanité Dimanche. Ensuite, il a eu sa carrière d'élu. Il a été élu ici, comme adjoint d'abord et ensuite comme maire bien plus tard. Et je crois que j'ai commencé par le découvrir en lisant ses articles sur Bluval, Bringuier, Knapp, Jean Prat. C'est l'époque où on voyait les princes, les Perses à la télévision, dans les bistrots à 8 h du soir, parce qu'il y avait une seule chaîne en noir et blanc. J'ai vu dans les bars des types accoudés qui regardaient les Perses d'Échille, mise en scène par Jean Prat. Et ils avaient une espèce de caisse sur la tête. C'est un autre monde, quoi. Voilà. Et puis la Miss Amitié que Jacques a su créer, enfin, il est ami avec Mastroianni. Et moi, j'aurais aimé être ami avec Mastroianni. Avec Scola, avec Piccoli. Les artistes l'aimaient, enfin, très fort. Et c'est pas un hasard. Il a pu se faire aimer par le peuple, comme on dit en général, et par des gens extrêmement raffinés et qui pensent. C'est une grande force. C'est une façon poétique d'aborder la politique, et c'est une chose très rare. Il est vraiment unique, enfin, on peut le dire, je crois. Denis, nous parlions des États généraux de la culture, mais il y a eu la grande lutte des intermittents en 2003, qui est toujours d'actualité. 2014, ça continue, et puis on est en 2017 et ça continue. Les artistes et techniciens sont intermittents, mais la lutte est permanente. C'est sûr que, évidemment, Jacques a été à nos côtés à tous les moments. Moi, j'étais pas encore en responsabilité, qu'il était déjà là, forcément, dès le début, dès 92 à l'Odéon, dans toutes les périodes, 97. Moi, j'étais pas encore syndiqué en 92, syndiqué en 93, juste de commencer à travailler. Et puis ensuite, il y a eu évidemment 2003, la grande catastrophe de 2003 qui a abouti à l'annulation des festivals dont celui d'Avignon, mais qui a servi de déclencheur à faire en sorte que l'on se mette à mieux travailler ensemble. Juste avant la table ronde précédente, vous aviez Samuel Surin de la coordination. Le comité de suivi qui a été mis en place, je suppose qu'ils en ont parlé, j'entendais pas tout, a servi aussi à faire se rencontrer un certain nombre de personnes qui ont débouché sur une lutte unitaire après en 2014-2016, et on fait en sorte qu'on soit beaucoup plus fort, qu'on ait des propositions communes et qu'on mène la lutte en commun. Et là, évidemment, je ne dirais pas que Jacques en est le seul responsable, mais il y a largement contribué avec tout ce travail-là qui donne du sens et qui permet de faire travailler des gens qui ont plus de choses à mettre en commun que de rester divisés. C'est vrai, vous avez raison d'évoquer la force de persuasion de Jacques, de dépasser les désaccords apparents. Et 2003, le comité de suivi, donc c'était Jean Voirin à l'époque pour la CGT qui était là, mais quand Samuel pour la coordination, quand tout le monde a réussi à se mettre autour de la table et à se parler, on a bien mesuré que finalement il y avait plus de points en commun et de batailles communes à mener que de désaccords, ou que les désaccords étaient à la marge, et peu importe les désaccords, puisque la finalité quand même, il l'a rappelé tout le temps, il avait ce souci de rappeler la finalité des combats des uns et des autres. Jean-Pierre Leonardini, Si je peux rajouter un petit truc très court, et comme évidemment, par moment, il ne pouvait pas se déplacer, il envoyait toujours un message. Effectivement, on disait avec quelques-uns d'attendants qu'il faut absolument publier les discours, Jean-Paul a raison, de Jacques. Je n'aurais pas le temps de lire celui qui nous avait envoyé le 16 juin 2014, quand on a eu une énorme manifestation qui devait être un rassemblement près du ministère de la Culture et qu'on a transformé en marche vers Matignon, où on était pas loin de 15 à 20 000, c'était difficile à compter. Et il nous a envoyé un texte magnifique que j'aimerais vraiment qu'on publie avec tous ceux qu'il a écrits. Même quand il ne pouvait pas être là, il était tout le temps là, par un texte, par un message. En tout cas, il ne désertait jamais le champ de bataille. Jean-Pierre Leonardini,
nous étions ensemble en 2003 au moment de la lutte des intermittents d'Avignon. C'était des questions qu'on abordait peu dans l'humanité. On les a prises à bras le corps. Il a fallu qu'on essaie de comprendre ça. Et Jacques a joué un rôle essentiel pour nous éclairer. Bien sûr. Il a été d'une aide précieuse, évidemment, parce que pour nous, c'était pas toujours facile de s'y repérer dans les annexes. Enfin, on se rappelle une nuit passée avec une jeune femme qui participait à la coordination. Oui. On avait passé la nuit avec elle pour qu'elle nous explique les choses. Et quand on s'est retrouvés à écrire, on ne savait plus quoi faire parce que ça nous paraissait très tortueux. Mais bon, ce sont des choses d'argutie technique. Mais on l'a résolu, c'est vrai. Mais est-ce que je peux parler de Jacques à Avignon 68 ? Eh oui, parce que Jacques, avec Paul Piot, faisait barrière pour protéger Villars quand des contestataires l'assaillaient après la représentation malmenée du spectacle du Living Theatre. Hein, vous savez, à l'origine, le Living Theatre avait été invité par Villars qui disait « Il faut que l'esprit de 68 soit présent à Avignon, d'un j'invite Julian Beck ». Et Beck, dans son gauchisme échevelé, a voulu donner une représentation gratuite dans la rue. Et Villars a argué du fait que ça n'était pas prévu dans le contrat. Et là, ça a un peu bastonné, quoi. Et je me rappelle très bien Jacques, à côté de Piot et de Villars, faire barrière à l'indignation de gens en colère, enfin, bêtement en colère, on peut le dire aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, puis à Avignon, le Verger, enfin, tous les débats sur la pensée à Avignon, c'était au début sous la houlette de Jacques, avec l'amicale complicité de Villars. Olivier Pi m'en parlait la semaine dernière, en me disant que grâce à lui, la culture et la création sont devenus l'objet central de la politique. Il aurait dû être ministre de la Culture, il s'est retrouvé médecin malgré lui. Voilà, et il n'est pas le seul, tout le monde l'appelle ministre de la Culture d'ailleurs. C'est très joli, mais il a fait des choses très importantes à la culture, à la santé. Il s'est battu pour les scanners partout. Absolument. C'est sûr. Ça n'enlève en rien ce qu'il a pu faire comme ministre de la Santé. Mais là, c'était un enjeu politique à l'époque, enfin, avec les socialistes, avec Lang. C'était... Voilà. Bon. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Denis Gravouille, Mohamed Rouabi, Jean-Pierre Léonardini. Notre plateau se poursuit avec Bernard Vasseur, directeur de la Maison Louis Aragon, Elsa Triolet, Olivier Barbaran, poète, et Catherine Robert, enseignante, critique dramatique et enseignante au collège Le Corbusier.